Alors, il est 14 heures. Nous allons débuter ce fameux webinaire Comment manager les agents rencontrant des problèmes de santé. Bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire du Handipact Grand Est. Nous sommes ravis de vous retrouver. Donc, moi, c'est Céline Demello. J'interviens pour le compte de la coordination du Handipact. Petit souci technique, mais c'est normal, c'est toujours les débuts des webinaires. Ça va s'arranger normalement. Donc avant de débuter, quelques points logistiques. Effectivement, lors de la présentation, on vous invite, à couper les micros. Il y aura, le chat sur lequel vous allez pouvoir, faire vos remarques, vos questions, vos interrogations, tout au long de la présentation avec, madame Le Tual qui est ici présente. Je serai chargée de faire remonter. Après, en fin de webinaire, on aura la possibilité de consacrer un temps de questions-réponses où là, vous pourrez ouvrir à nouveau les micros, de manière à aller, un petit peu plus loin. Donc Élodie, Le Tual, dirigeante cabinet, L Management sur, le département du Doubs. C'est ça. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, donc bonjour à tous, merci de votre présence. Donc Élodie Letual, je suis dirigeante du cabinet RHEL Management et Médiation qui se situe à côté de Montbéliard. On intervient un petit peu partout sur toute la France auprès des collectivités, des associations, des entreprises des TPE, des PME, des grands groupes sur de la formation, du conseil, de l'audit, du recrutement, des évaluations. On est spécialiste des comportements managériaux et relationnels. Je suis membre certifié du groupe Impulsion Consulting et du pôle d'expertise et de recherche Exiance. Exiance étant une méthode que certains d'entre vous ont découvert lors des précédents webinaires, qui est une méthode qui vise à équilibrer deux comportements clés que sont l'exigence et la bienveillance. Aujourd'hui, j'attends de vous que vous soyez vraiment dans la participation, que vous puissiez réagir, poser des questions pour que vous repartiez avec le plus d'outils, le plus de méthodes qui correspondent à vos besoins d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez vraiment pas. On souhaite que ce webinaire soit le plus opérationnel possible. Je vous souhaite un très bon webinaire à tous. Donc effectivement, ce webinaire fait la suite, de 2 webinaires qui sont actuellement en ligne et sur lesquels vous pourrez, si vous le souhaitez, si vous n'aviez pas participé l'année précédente, vous y intéresser. Donc on vous a mis les liens. Donc le premier webinaire, était plutôt sur l'environnement de l'encadrant sur la problématique de santé, où on était revenu sur les bases vraiment du management, avec vous qui étiez présente également sur ces webinaires, pour démontrer qu'il y avait des appuis internes et externes qui pouvaient venir en lien enfin oui, en lien avec, le job de manager. Le second comment? Le second, donc c'était au travers des signes d'alerte. Le manager, effectivement, a un rôle essentiel dans le cadre de la politique handicap, que les employeurs veulent mettre en place, en interne, puisqu'ils sont, à l'interface effectivement, des besoins, de l'employeur, de la stratégie opérationnelle de la politique handicap et doivent répondre aussi, à ces exigences au travers effectivement un équilibre qui doit être trouvé au sein des services avec l'ensemble du personnel qui l'encadre et qui l'accompagne. Donc l'objectif de ce deuxième webinaire, c'était vraiment de venir sur certains, outils et certaines méthodes en termes de posture managériale pour justement identifier et anticiper les situations problématiques de maintien dans l'emploi. Aujourd'hui, le webinaire qu'on va vous consacrer va être également, enregistré et mis en replay. Le PowerPoint sera également, partagé par la suite, donc vous pourrez le retrouver, sans aucun souci. Donc ce nouveau temps fort, va se consacrer, sur les outils et les méthodes justement pour gérer le retour d'un agent en temps partiel thérapeutique. Donc c'est vrai que les ça a été une forte demande sur les 2 derniers, webinaires, de la part des managers et au travers aussi, les échanges qu'on avait avec les correspondants handicap, les services RH, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des difficultés justement à anticiper et à bien préparer le retour des agents, mais également le collectif de travail. Donc, madame Le Tual est ici présente aujourd'hui pour, nous expliquer comment faire et la méthode que nous avons choisie, bah, c'est la même que celle, qu'on a utilisée au mois de janvier. Ça sera au travers d'un persona. Alors, voilà, ça fonctionne, tout marche très bien aujourd'hui, c'est parfait. Donc, je vais vous présenter la situation. Je vais vous demander vraiment de prendre le temps de bien écouter ce que je vais vous dire, parce qu'après, on va vous mettre en situation. En tant que manager, voilà, hem, Élodie, je peux vous appeler comme ça? Tout à fait. Vous a prévu un petit sondage, justement sur la posture à adopter et l'action que le manager doit mettre,
sur certaines situations et on viendra décortiquer par la suite cela. Donc Ghislaine, qui a 39 ans et qui travaille dans un service RH, elle est gestionnaire maladie et retraite. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond à la gestion des dossiers de toutes les absences, donc de tous les congés, qu'ils soient long cours, hein, CMO, CLM, CLD, accident de travail, maladie professionnelle. Mettre en place des tableaux de bord nécessaires au suivi des dossiers, la prise de décision commune lors de réunions pilotées par le DRH, instruire l'ensemble des dossiers accident de travail, maladie professionnelle ou ATI, le suivi des absences. Elle assure également la gestion de la retraite et validation de services. Donc, pour réaliser des études d'estimation de pension, assurer le droit à l'information aux agents qui sont encadrés, prise en charge des dossiers, traiter les anomalies qu'il pourrait y avoir, effectuer un contrôle de vigilance, faire tous les courriers et les actes en lien avec ce secteur. Et elle gère également la gestion et le suivi de demandes liées aux expertises médicales pour la saisine du conseil médical. Donc, assure plutôt le suivi des dépenses, liquidation de factures, des demandes d'expertise. Voilà, elle est plutôt centrée sur ce champ-là. Donc, plusieurs missions qui sont quand même malgré tout très essentielles. Elle intervient dans un service RH structuré, hein, donc elle est rattachée directement au pôle responsable gestion RH, dans une équipe qui compte 10 agents pour 8 ETP. Et l'employeur emploie 9 500 agents. Donc, il y a une charge de travail qui est effectivement pas négligeable par rapport au suivi de tous ces éléments-là, au vu du nombre d'agents encadrés. La première situation, alors, Ghislaine a été en arrêt maladie long. Il a été préconisé effectivement par son médecin traitant un retour à temps partiel thérapeutique. Il y a une décision du conseil médical qui a été apposée avec une aptitude à l'exercice des fonctions de son grade, avec une préconisation également de reprise à temps partiel. Donc le service RH a fait le nécessaire, a transmis l'information au manager. En amont, ils ont anticipé et ils ont proposé à la personne de rencontrer le médecin du travail de manière à bien déterminer cette notion de temps partiel thérapeutique, puisqu'il faut avoir effectivement une diminution de la quantité de travail, une diminution, une durée, pardon, dans le temps qui soit impliqué et le format pour lequel la quantité de travail va être réduite, soit au cours de la journée, soit effectivement ça peut être 1 ou 2 jours par semaine, ça va dépendre vraiment du besoin par rapport à l'état de santé. Chose qui n'est pas forcément précisée sur les certificats médicaux des médecins traitants et pour lequel il faut effectivement à un moment donné associer le médecin du travail si nécessaire pour avoir ces précisions-là. Donc concrètement, les informations qui ont été transmises au manager, c'est que Ghislaine reprend dans une semaine, donc il a 7 jours pour se préparer. Et la préconisation, c'est un temps partiel thérapeutique avec une quantité de travail de 50% sur une durée de 3 mois et sous forme de réduction journalière de la durée du travail. On va vous partager du coup un petit sondage qui vous met dans la situation. On va vous demander vraiment de répondre comme si vous étiez le manager de Ghislaine. Dans la situation, vous avez 4 solutions. Une seule est à choisir. Le sondage va apparaître. Je ne sais pas si c'est déjà le cas ou pas. Je l'ai envoyé. Est-ce que vous pouvez juste nous dire si vous avez bien le sondage apparaître? Non. Je l'ai envoyé, mais du coup, il n'y a rien qui apparaît. Alors, le temps de régler le petit souci technique. Donc, la situation, vous êtes le manager de Ghislaine et vous avez à savoir comment vous allez réagir, quel comportement vous allez adopter face à la situation. Vous avez 4 propositions. A priori, ça marche. Ça arrive, c'est arrivé. Il a fallu du temps pour que ça arrive, mais c'est arrivé. Alors, les options, normalement, vous devez les voir, mais nous, on ne les voit plus, donc on va vous les dire. On a sorti une diapo. Moi, je vois rien. Vous n'avez toujours pas? Il apparaît où? Je ne vois rien. Comptabiliser. Ouais, par contre, ça aurait été pour comptabiliser, ça aurait.
En fait, moi, j'ai cliqué sur sondage au-dessus. Pendant que Céline regarde la technique, je vous propose de lire les propositions. Vous aurez le temps d'y réfléchir un petit peu. Donc, à la place du manager, comment agiriez-vous face à ces préconisations qui vont forcément impacter le collectif de travail qui est déjà en difficulté parce qu'ils ont pallié à l'absence de l'agent pendant les 10 derniers mois? Première proposition, je laisse passer la première journée qui sera celle des retrouvailles et j'organise ensuite une réunion d'équipe pour répartir le travail. La bonne ambiance est le ciment de toute équipe qui fonctionne bien et la QVT est très importante dans le service. Deuxième solution, je prépare un entretien de réaccueil de Ghislaine après avoir consulté l'équipe sur la nouvelle organisation. C'est le collectif qui a pallié à son absence qui est prioritaire et sur lequel je dois porter mon attention car elle va encore devoir faire plus. Oui. Troisième solution, je réunis le collectif pour exposer la nouvelle situation et co-construire la nouvelle répartition des tâches. Je positive et me rends disponible pour des entretiens individuels si besoin. Je rencontre ensuite Ghislaine en individuel pour cadrer la reprise de poste selon ses besoins et ceux du service. La quatrième solution, j'ai en tête les risques de harcèlement, je les anticipe et je reçois Ghislaine en entretien individuel, pour lui demander conseil, pour lui demander comment elle souhaite procéder pour son retour. Je me fierai à ses besoins et demande pour ensuite répartir le travail sur le collectif. Alors, je viens de voir, moi, sur mon écran, il y a un onglet au-dessus, sondage. Et si vous cliquez sur l'onglet sondage, vous avez accès au sondage. Si vous avez un petit onglet sondage, allez-y. Je regarde. Moi non plus, j'ai pas d'onglet sondage. Non, moi, j'ai pas d'onglet sondage non plus. Je vois de la technique et du distanciel. C'est pas grave, on va faire. C'est juste à côté des Si vous n'avez réactions. rien, moi je vous propose d'utiliser le chat, tout simplement, la conversation. Et puis comme ça, vous mettez, Oui, c'est pas un onglet une, sondage en deux, fait. trois, enfin, vous mettez que le numéro. Voilà. C'est à côté des 3 petits points, tout en haut. Ah, Oui, voilà. Alors, on va le faire oralement pour que vous puissiez vous positionner différemment. Est-ce que vous voyez des pouces? Soit levés, soit en bas sur l'écran. Tout le monde les Oui. voit? À ce compte-là, Je vous les relis peut-être. voilà, c'est Je ça. vous relis les Donc, propositions et puis vous validez si c'est le comportement que vous choisissez ou pas. Donc la première, je laisse passer la première journée qui sera celle des retrouvailles et j'organise ensuite une réunion d'équipe pour répartir le travail. La bonne ambiance est le ciment de toute équipe qui fonctionne bien et la QVT est très importante dans le service. Si vous choisissez ce comportement-là, vous mettez le pouce, vous cliquez sur le pouce levé. Si vous ne choisissez pas ce comportement-là, vous cliquez sur le pouce en bas. Voilà, baissé. Les personnes n'y ont pas accès non plus, peut-être. Si. Parce que moi, je vois pas si ça bouge ou pas. Je vois que pour l'instant, tu as assez ouvert. Allez-y, positionnez-vous. Ah, oui, et moi, je vois apparaître un panneau avec ce robot et Tout le monde ne voit pas non plus. Bon, bah alors, il y a vraiment un souci là avec Microsoft Teams parce que logiquement, on ne devrait pas avoir ce souci. On a fait le test et ça passait bien. Donc, Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on avance parce qu'on ne va pas monopoliser votre temps sur un sondage. Vous avez compris un petit peu les principes et du coup, comme je n'ai pas vos retours, ce que je vous propose, c'est de reprendre chacune des propositions de comportement et puis de balayer un petit peu les conséquences qu'il pourrait y avoir sur les comportements. En espérant que ça répondra à vos besoins et n'hésitez pas à poser des questions à Céline via le chat. Elle me les relaiera. Il y a eu 33% pour et 66% Contre sur les 9 contre sur l'option 1. Très bien. Sur la première option, est-ce que du coup on fait pour les autres options aussi ou pas? Oui, c'est intéressant qu'on aille jusqu'au bout, non? S'il n'y en a que 9 sur les connectés qui peuvent répondre, c'est peut-être pas, C'est pas pertinent. Hein. Donc je propose de le faire comme ça. Je prends les situations au fur et à mesure, les réponses possibles au fur et à mesure et puis on les débriefe ensemble. La première solution, en effet, on va être tenté de la retenir parce qu'elle est pleine de bienveillance et de convivialité. Et c'est des choses qui, en effet, sont importantes et tout humain, toute équipe en a besoin. En revanche, de mon point de vue, il manque tout le cadrage, tout le pilotage qui est indispensable et qui est le rôle même du manager. Et là,
Voilà, mettre la convivialité avant le reste, à mon sens, c'est une erreur parce que vous n'allez pas aller sur la performance de votre service. Et plus vous allez attendre pour poser du cadre, plus vous risquez d'avoir un climat délétère qui va s'instaurer entre ceux qui étaient là avant et qui ont pallié à l'absence de Ghislaine qui va revenir avec finalement une journée un peu cool où on papote et tout va bien. Et puis à un moment donné, on va faire une réunion et il y a des choses qui vont tomber. La QVT, oui. L'ambiance, oui. La convivialité, oui, mais pas au détriment de. Pour moi, c'est à conjuguer avec autre chose. La deuxième proposition, c'était je prépare un entretien de réaccueil de Ghislaine après avoir consulté l'équipe sur la nouvelle organisation. C'est le collectif qui a pallié à son absence, qui est prioritaire et sur lequel je dois porter mon attention parce qu'il va devoir en faire plus. C'est une évidence, c'est sans doute votre quotidien. Lorsque vous avez un agent ou plusieurs agents absents, la charge de travail, elle est très souvent reportée de façon temporaire sur le reste du collectif. Et évidemment que le reste du collectif, il va falloir y porter une attention particulière, il va y avoir de l'écoute, de l'accompagnement, il va falloir valoriser aussi cet effort-là supplémentaire. Pour autant, ce n'est pas le collectif qui devient prioritaire. Ça voudrait dire qu'on déséquilibre notre balance au détriment d'un agent qui lui-même a été également en difficulté et qui lui-même se retrouve dans une situation difficile parce que le retour à l'emploi après une période longue, c'est aussi quelque chose de difficile. Donc, ce n'est pas une solution que je vous préconise non plus. La troisième, je réunis le collectif pour exposer la nouvelle situation et co-construire la nouvelle répartition des tâches. Je positive et me rends disponible pour des entretiens individuels si besoin. Je rencontre ensuite Ghislaine en individuel pour cadrer la reprise de poste selon ses besoins et ceux du service. C'est cette solution-là que je vous propose de retenir, c'est celle qui va permettre d'avoir un traitement à 360 de votre situation. Vous allez avoir à la fois un traitement collectif et un traitement individuel, un traitement sur votre équipe et sur l'agent en simultané. Et c'est bien ça, à mon sens, votre rôle en tant que manager, c'est de pouvoir accompagner l'ensemble des membres de votre équipe, à la fois sur de l'individuel par rapport aux propres besoins personnels et aussi par rapport à un collectif qui a des objectifs de réalisation et de mission à conduire, tout simplement. On va revenir un petit peu plus sur cette situation-là avec différents outils que je vais vous proposer pour sécuriser un petit peu votre démarche. Juste, je termine du coup sur les situations. La quatrième qui n'est pas à retenir, à mon sens, j'ai en tête les risques de harcèlement. Je les anticipe et je reçois Ghislaine en entretien individuel pour lui demander comment elle souhaite procéder pour son retour. Je me fierai à ses besoins et demandes pour répartir le travail. Le harcèlement, je sais que c'est quelque chose qui fait partie de votre quotidien aujourd'hui, du quotidien de tout manager, que ce soit dans les collectivités, dans les entreprises. C'est quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose qui va souvent conduire le manager à ne pas agir, à être dans la fuite ou dans l'accommodation. Et on sait que ces comportements-là, s'ils peuvent être vertueux à court terme, ils ne le sont pas à long terme, ni à moyen terme. Et ils peuvent être vertueux que par rapport à un individu. Dans le collectif, ça fait vite des désastres. Ce n'est pas ça qui va vous permettre de maintenir vos objectifs, ce n'est pas ça qui va maintenir un collectif de travail, tout simplement. Vous allez avoir des problèmes de jalousie, de conflits à traiter et vous perdez en légitimité, tout simplement. Donc, le harcèlement, ça existe beaucoup moins que ce qu'on imagine, hein, entre tous ceux qui crient au loup et puis ceux pour lesquels il y a réellement de vraies situations, il y a quand même une différence. Et à partir du moment où vous faites les choses avec une intention saine, que vous êtes juste, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà. Le rôle du manager, il est aussi d'être dans le contrôle, il est aussi d'être dans le recadrage, et ça doit faire partie de la vie de l'équipe et ça doit pouvoir être compris, tout simplement. Merci. Donc, effectivement, on comprend bien que là, suite à un arrêt long et avec une préconisation de temps partiel thérapeutique, le collectif de travail a été sollicité pour pouvoir justement pallier à l'absence de Ghislaine. Et du coup, ce temps partiel thérapeutique va être important pour Ghislaine, mais va être important aussi pour le collectif. Donc avant que vous repartiez, c'est vrai que tout à l'heure, je ne vous l'ai pas présenté, mais bien souvent, quand on a des personnes qui partent en arrêt long, on a le sentiment que quand elles reviennent comme avant, avec la même capacité de travail, hein. Et du coup, ça peut vraiment induire, des attitudes et des comportements et des attentes du collectif ou du manager, qui sont en décalage avec les potentialités ou les possibilités de la personne. Et c'est pour ça que le temps partiel thérapeutique va être important, sur ces cas de figure, à mettre en place. Et on parle bien de temps partiel thérapeutique et pas de mi-temps thérapeutique. Parce que bien souvent, on a des personnes, on les voit pendant 1 an en temps partiel thérapeutique sur une quantité de travail à 50%.
Et au final, c'est des personnes qui n'ont pas pu monter en charge de travail ou en capacité de travail leur potentiel. Alors, je vous ai fait un schéma, je ne sais pas si vous le voyez tous. L'intérêt du temps partiel pour Ghislaine. En fin de compte, on a tous une capacité de travail qui va osciller un peu. Là, je vous ai fait une ligne droite, mais c'est pas ça le plus important. C'est qu'à un moment donné, il peut y avoir un événement de santé, une rupture, qui va faire chuter cette capacité du temps de travail pendant la période d'arrêt. Et pendant cette période d'arrêt, ça va être fluctuant en fonction, des conséquences du traitement, en fonction des conséquences, de l'éloignement et cetera. Et plus effectivement on s'éloigne du champ professionnel et plus la capacité de travail va être impactée. Jusqu'à un moment donné où effectivement la question du soin devient moins importante et parce que la personne va mieux, parce que le traitement a été, au bout et cetera, et on va s'interroger sur un retour. Et quand on s'interroge sur le retour, bien souvent, on n'est pas encore en stabilisation, en consolidation, ni même parfois en guérison. Et il faut effectivement pallier justement à cette période-là où le temps partiel thérapeutique va être utilisé justement pour permettre à la personne de se réadapter professionnellement et du coup de monter en capacité progressivement. Et ça, effectivement, les collectifs et les managers peuvent parfois l'oublier. Voilà, et penser que la personne sera en capacité, de faire exactement la même charge de travail, dans la même cadence, avec le même rythme qu'auparavant. Voilà, des petites précisions Merci, sur le temps Céline. partiel thérapeutique. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit focus sur la façon dont vous allez pouvoir équilibrer l'exigence et la bienveillance avec l'individu, avec l'agent en retour et avec le collectif. Ça fait écho à ce qu'on avait vu dans les précédents webinaires et je voudrais qu'on aille juste un tout petit peu plus loin avec deux outils. Si on peut mettre juste Oui. le slide d'après, s'il te plaît, Céline. Le premier outil, merci, c'est le filtre de l'exigence. L'exigence, pour rappel, pour ceux qui n'avaient pas assisté au précédent webinaire, au sens d'exigence, on a un petit souci technique de nouveau, mais ce n'est pas grave, ça arrive. Voilà. L'exigence, au sens d'exigence, c'est la capacité à formuler des demandes. On considère au sein de la méthode exigence que si on ne formule pas de demande, on ne peut pas obtenir de résultats. Formuler des demandes, c'est quelque chose qui va permettre de sortir de sa zone de confort, de mettre la personne dans l'effort. C'est obtenir des choses qu'on n'obtiendrait pas naturellement. À ça, on ajoute deux critères qui sont primordiaux. Il faut que les demandes formulées aient une utilité ou une nécessité, soit pour obtenir quelque chose en plus, pour obtenir l'atteinte d'un objectif, une production, quelque chose, ou pour éviter un danger. C'est ce qu'on va avoir notamment avec tout le port des EPI. Pour qu'on puisse s'assurer qu'on est bien dans la bonne formulation, la bonne forme d'exigence, on a créé le filtre d'exigence. Le filtre d'exigence, il va permettre de passer chacune de nos demandes au travers de 4 filtres. On va le faire au quotidien, hein. Je ne vous demande pas de filtrer tous vos propos, il faut rester aussi naturel, mais sur des démarches un petit peu plus délicates, comme par exemple le retour d'un agent de longue maladie, ça peut être nécessaire et ça peut être pertinent et facilitant pour vous. C'est un outil que vous allez pouvoir décliner aussi bien auprès de l'individu que du collectif. Lorsque vous allez formuler des choses, lorsque vous allez recadrer des éléments, assurez-vous d'abord qu'on est bien dans quelque chose qui répond de l'utilité. Est-ce que c'est nécessaire, utile dans le cas présent? Est-ce que ça va apporter des bénéfices ou est-ce que ça va éviter des risques? Si dès ces premières questions-là, vous obtenez des non, c'est qu'on est en train de faire fausse route et qu'il va falloir réorienter les choses. Soit on va y arriver par soi-même, soit on va s'aider d'un manager, d'un autre service, du service RH, qui est aussi un relais et un appui important. C'est un travail d'équipe. Quand vous allez réintégrer un agent, c'est quelque chose qui va venir réorganiser la totalité d'un service, mais qui a aussi des impacts sur le service RH, donc qui est un appui sur lequel vous pouvez jouer aussi. Une fois qu'on s'est assuré que la demande elle est utile et qu'elle répond à un bénéfice ou à l'évitement d'un risque, on va s'assurer qu'on est dans une notion d'exemplarité. Est-ce que ce que vous êtes en train de demander à votre équipe ou à l'agent qui revient de maladie, c'est quelque chose que vous êtes en capacité de vous appliquer à vous-même? Est-ce qu'il n'y a pas de profit, de passe-droit, de régime de faveur avec vous-même ou avec un autre agent? Si c'est le cas, il va falloir chercher à questionner le pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est justifié ou pas?
Et si ça ne l'est pas, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui soit rééquilibré. On va passer à la phase d'explication. Il faut que les choses elles aient du sens. Il va falloir chercher à factualiser les choses, à être clair dans la demande. Et c'est comme ça que ce sera le plus facilement acceptable. Et ce qui est souvent oublié, c'est qu'il faut qu'il y ait un suivi. Toute demande doit être suivie, pilotée. Si vous avez formulé une demande et pour X ou Y raison, il n'y a pas d'aboutissement, il faut comprendre pourquoi. Et on ne comprendra pas pourquoi si on ne suit pas les demandes. Très souvent, dans les services, dans les entreprises, on dit « oui, moi j'ai déjà essayé, j'ai déjà dit, c'est rien passé ». Dire, c'est pas demander déjà. Rappeler un cadre, une règle, c'est pas demander non plus. Et à partir du moment où je n'ai pas suivi, je ne peux pas reprocher à l'autre de ne pas avoir fait les choses. Alors notamment le service RH qui est sursollicité sur ces moments-là, on va dire, mais oui, mais j'ai déjà dit que du coup, il fallait une compensation supplémentaire, qu'il fallait un mi-temps en plus, etc. Mais le dire, ça ne sert à rien, il faut le formuler des demandes. Et si vous n'obtenez pas satisfaction, il faut aller chercher à comprendre pourquoi et revenir dessus. Vous retournez voir le service RH en indiquant, voilà, il était convenu ça, 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 pour quelle raison ça ne s'est pas fait. Et pas être dans l'attaque et dans la récrimination et dans la plainte, parce que ça, c'est quelque chose qui nous tire vers le bas et qui ne nous fait pas avancer. Ça, c'est le premier filtre, filtre de l'exigence. Et simplement dans les petits... hop, je ne l'ai pas. Heureux souci technique. Non. Voilà, c'est tout bon. Dans les petits pense-bêtes, ce que je vous ai proposé, c'est les éléments de langage clés du filtre de l'exigence. Plutôt parler en tant que vous, en jeu finalement, le jeu au lieu du tu ou du vous. Exprimer un besoin et non pas un ordre. J'ai besoin de. Pensez à varier les verbes, demander, remercier, inviter, proposer. J'ai besoin de ton rapport plutôt que envoie-moi ton rapport. Et vous verrez que finalement, simplement avec des réflexes de langage comme cela, vous allez avoir des changements de comportement assez impressionnants. Si comme ça, sur le papier, ça peut paraître un peu fou, je vous invite vraiment à l'expérimenter. C'est les retours terrain qui nous permettent de dire ça. Avec des choses simples, on peut contribuer à changer le comportement des autres. Le deuxième filtre, pour qu'on cherche à équilibrer exigence et bienveillance, c'est le filtre de la bienveillance, que je vais vous partager maintenant. Filtre de la bienveillance. Déjà, on va aller un petit peu contre nature. On va chercher à être positif plutôt que négatif. On a tendance à vite voir les erreurs, à vite voir le verre à moitié vide. Si je vous avais présenté un tableau avec un ensemble d'additions, j'en ai 3 justes, une fausse. Naturellement, la majorité d'entre vous va dire « tu as fait une faute ». Oui, j'ai fait une faute, mais j'ai aussi 3 additions justes. Donc, cherchez à positiver les choses, pas dans une notion de monde de bisounours, mais simplement chercher à voir d'abord ce qui a été bien fait. Ce qui a été bien fait par le collectif en palliant à l'absence de l'agent, par ce qui a été bien fait par l'agent dans le retour, par ce que l'équipe va mettre en place pour la réintégration, etc. Avant de voir la liste de tout ce qu'il y aura à améliorer et à changer. On va chercher aussi à mettre son cadre de référence de côté. Le cadre de référence, c'est quelque chose qu'on avait vu aussi dans les webinaires précédents. Le cadre de référence, c'est ce qui nous amène à penser, voir et juger tout ce qui nous entoure, qui est propre à chacun. On est avec et puis on l'alimente au fur et à mesure de nos expériences, de nos formations, de nos rencontres. On ne peut pas l'oublier, on ne peut pas le nier. Ce serait nier qui on est et ce n'est pas ce que je demande, loin de là. Par contre, il va falloir qu'on arrive à sortir de ce cadre de référence-là pour être le plus neutre possible sur les situations, ne pas porter de jugement, ne pas porter de jugement. Je pense que c'est ce qui est le plus... Ne pas chercher à freiner un raisonnement et à s'enfermer dans un carcan en disant c'est comme ça qu'on devrait faire. Il y a plein de façons de faire différemment qui peuvent être tout aussi pertinentes. On va chercher la compréhension, comprendre la raison, comprendre le pourquoi, sans jamais être dans le reproche, vraiment dans le questionnement, dans le sincère intérêt de l'autre. Et parfois, ça va amener à des solutions qu'on n'avait pas imaginées. Il faut une très grande ouverture d'esprit. Et il faut une sincère volonté à vouloir le bien, vouloir la réussite de l'autre, vouloir la progression, vouloir le bien-être. Non pas dans l'idée de materner ou de copiner, ce n'est pas du tout ça, c'est simplement, une fois que j'ai compris le besoin de l'autre, je vais pouvoir y répondre de façon à ce que
il se sente le mieux possible dans le poste dans lequel il est, dans les missions qui lui sont confiées et dans le collectif qui est existant autour. C'est ça qui va me permettre aussi d'amener de l'entraide, d'amener de la coopération au sein de l'équipe et puis d'éviter les erreurs en exprimant avec le plus de sincérité possible ma pensée à chacun des moments. Et pour ça, un petit focus aussi sur les petits réflexes de langage sur la diapo d'après. Donc, chercher à comprendre ce que pense l'autre, chercher à comprendre ce qu'il ressent, chercher à l'aider. L'aider, ça ne veut pas dire faire à la place d'eux, même si parfois on y est tenté, parce que notamment quand on a des personnes qui reviennent d'arrêt maladie, on peut être comme Ghislaine sur des lenteurs au travail, sur des mécanismes qu'on a perdus, sur des oublis. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus confortable pour moi de faire à la place de Ghislaine, parce que j'aurais perdu moins de temps. J'aurais le sentiment d'avoir fait mieux. Et puis je serais sûre que c'est comme moi j'avais envie que ce soit. Alors que le résultat peut être le même et puis le chemin peut être différent. Aider, c'est vraiment prendre le temps de réaccompagner ma collègue qui finalement revient et va avoir besoin de peut-être plus de temps. Donc, c'est prendre du temps, me détacher pour la faire remonter en compétences, éventuellement lui faire accrocher les wagons par rapport à tout ce qu'elle a loupé, parce qu'en 10 mois dans un service, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment ça, la notion d'aide. C'est pas faire là à la place d'eux. Et puis, c'est être dans le remerciement, dans la valorisation, aussi bien de son responsable, du service RH, de l'agent, de son collègue. Voilà. Alors, on entend effectivement que l'encadrant, il a pour rôle de prendre en compte un petit peu les besoins de tout le monde, Oui. mais il peut être face à des personnes et des agents qui peuvent poser des difficultés, être dans le déni de leurs propres difficultés, ou même on peut avoir un collectif qui commence aussi à s'impatienter parce qu'elle aimerait retrouver un autre équilibre. Donc, comment on peut agir en tant qu'encadrant face à ça? Ça va être vraiment dans le questionnement, dans le chercher à comprendre systématique, en individuel et en collectif. Et c'est ces informations-là, les informations que vous allez glaner dans le chercher à comprendre, sans jugement, sans attaque, sans préjugés, qui va vous permettre de pouvoir dérouler les choses. Vous avez parfois des éléments que vous n'avez même pas imaginés qui vont pouvoir être exprimés et qui vont vous permettre de faire avancer la situation. Si vous étiez resté sur vos préjugés, sur votre situation en disant j'ai appliqué ce que le médecin a dit et puis du coup ça va bien, eh ben, on passe à côté. Dès lors que vous êtes face à une difficulté, il faut comprendre d'où elle vient. Est-ce qu'on est face à un agent qui a juste pas envie? Parce qu'il y en a aussi, c'est pas le monde des bisounours, le monde du travail. Les flemmingites aiguës, ça existe. Il faut chercher à les identifier et puis à recadrer. Si on est face à des difficultés médicales, psychologiques, liées à des compensations qui n'ont pas été mises en place ou mal adaptées, parce que entre ce qu'on a pu imaginer au départ et ce qui est nécessaire sur le terrain, il peut y avoir aussi des ajustements à faire. On peut être face à des incompréhensions entre les uns et les autres. Parfois, il y a des écarts de compréhension tels, des écarts de cadre de référence tels, que finalement, on ne se comprend plus. Et si on reste posté sur nos positions, on est sur du conflit ouvert et on n'avance plus à rien. Donc, c'est vraiment se poser autour de la table et dans le chercher à comprendre qui va nous permettre d'avoir des éléments et de les dérouler au fur et à mesure et d'aller les partager avec les personnes qui pourront être des relais. Le relais RH, le relais avec la médecine du travail, le relais avec un psychologue éventuel. Et puis, finalement, le manager, moi, je le vois comme un liant au sein de l'équipe entre les différentes personnalités qui font l'équipe et qui parfois vont avoir besoin qu'on puisse les accompagner à mieux se comprendre. Alors là, on a une personne qui effectivement entend ça, a fait justement ce travail d'essayer de comprendre où en était la personne, mais on est face à malgré tout des éléments qui sont factuels, qui sont niés par l'agent en question. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a épuisé de chercher à comprendre? Alors, une fois qu'on a cherché à comprendre et que on est face finalement à quelqu'un qui est dans le déni et qui factuellement, qui face aux faits est toujours dans le déni, il faut tenir le cadre simplement. Un exemple qui va parler à tous, c'est avec le collaborateur qui a une odeur corporelle désagréable. C'est des choses que vous avez sans doute tous vécues. Si ce n'est pas le cas, ça arrivera prochainement. C'est des situations qui sont à gérer et qui sont difficiles parce que déjà, nous, en tant qu'humains, on n'est pas forcément à l'aise avec ces sujets-là. Pour nous, c'est des sujets qu'il est important à traiter pour le maintien du bien-être et de l'agent concerné et du collectif de travail. Et il ne faut surtout pas être dans la fuite à ces moments-là. Moi-même, j'ai eu deux situations successives à gérer ça.
avec l'une qui, en effet, était dans le déni. Et à un moment donné, je lui ai dit, bah, malheureusement, c'est quelque chose que moi aussi, je constate à l'instant T. Et qu'en effet, vous dégagez des odeurs corporelles qui sont désagréables. Il faut qu'on cherche d'où ça vient, il faut chercher à vous accompagner. Par contre, on ne peut pas nier ces faits-là. À aucun moment, je suis dans l'attaque, à aucun moment, je suis dans le reproche. Je suis simplement en train de refactualiser les choses. Que vous ne l'acceptiez pas, c'est une autre chose. Que vous ayez besoin de temps pour pouvoir le digérer, je peux l'entendre aussi. Dans ce cas-là, il faut le verbaliser et puis on réaménage un autre entretien. Par contre, moi, la problématique, elle est identifiée et il faut qu'on la règle. Et il faut vraiment tenir ce cadre-là, selon moi. Après, vous pourrez toujours avoir des agents qui seront toujours dans le déni. Mais à un moment donné, ça va être « j'entends que vous n'avez pas envie, mon problème, il reste celui-ci, je vous ai expliqué les différents éléments, les différentes situations factuelles, qu'est-ce qu'on fait ?» On n'est plus dans le chercher à comprendre, on est dans trouver une solution. Si la solution, elle ne vient pas de l'agent, elle viendra de vous, elle viendra du service RH ou éventuellement du relais avec la médecine du travail. Et du coup, alors là, effectivement, c'est un exemple parmi d'autres. La personne soulève la difficulté quand on est face à une personne qui n'aurait pas les compétences pour remplir les attentes et les contraintes du poste. Du coup, là, on est plutôt sur le volet, on va dire professionnel. Donc, si on constate qu'il y a un manque de compétences, on pourrait envisager de le monter en compétence s'il est ouvert. Et s'il n'est pas ouvert, comment ça se passe? S'il est ouvert et s'il est capable. Parce qu'on a aussi des personnes, et sans aucun jugement là-dessus, qui n'ont pas la compétence à évoluer. Et on a des très bons exécutants, et heureusement qu'on les a, qui n'auront pas la capacité à évoluer. Et il ne faut pas qu'on cherche à les faire évoluer alors qu'ils n'en sont pas capables, parce que ce serait les mettre dans un système sans fin de façon de dysfonctionnement et de souffrance. L'évaluation des compétences, c'est le rôle du manager. Évaluer les besoins d'accompagnement, de formation, d'évolution aussi. Et après, à mon sens, il faut faire le lien avec le service RH. Avant d'aller faire le lien avec le service RH, questionner ce que l'agent en pense. Et pour amener l'agent à être dans une prise de conscience, en tout cas faciliter la prise de conscience, je vais lui demander clairement là où il se sent bien, là où il se sent moins bien, et de factualiser les choses. Qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de me dire que dans telle mission, tu es à l'aise et tout se passe bien? Ok, tu penses que tout se passe bien, mais pour autant, est-ce que tu peux revenir sur tel événement qui s'est passé où là, on a été en difficulté? Cette difficulté, elle vient de quoi? Et c'est en posant des questions et en factualisant que finalement, on va démêler la pelote et qu'on va se rendre compte qu'à un moment donné, non, il y a une carence de compétences. Ce n'est pas que la faute à pas de chance, ce n'est pas que le contexte, ce n'est pas que l'autre. Il faut vraiment ramener les situations concrètes. Il faut que ce soit l'agent qui dise. Plus c'est l'autre qui va dire, qui va exprimer les choses, plus votre rôle en tant que manager sera facile. D'accord. Et donc, quand on en arrive au constat en tant que manager que c'est pas possible, en fait, que la personne n'est pas en capacité de tenir son poste, à ce moment-là, on fait appel au supérieur hiérarchique qui doit prendre les décisions, et porter la responsabilité de la suite. Et je sais que ce ne sera pas toujours le cas. C'est là que ça devient plus compliqué. C'est qu'à un moment donné, en tant que manager, vous faites aussi avec les moyens qu'on vous donne. Vous, votre rôle, c'est de recenser les besoins, de chercher à comprendre, de réévaluer avec les outils que vous avez, de passer la main et d'aller chercher le relais lorsque c'est nécessaire. Et si au bout de tout ça, il n'y a pas de changement, malheureusement, il va falloir s'adapter, il va falloir faire avec. Et je sais que c'est aussi votre quotidien. À mon sens, il faut clairement dire les choses en disant, voilà, j'ai fait remonter un certain nombre de problématiques, j'ai fait remonter le fait que la personne-là n'était pas adaptée au poste. Pour autant, il n'y aura pas de changement dans les mois ou dans les années à venir. Il va falloir qu'on compose avec. Ça peut être une réalité. On n'a pas de baguette magique, malheureusement. Et donc, du coup, effectivement, après, on voit qu'il y a d'autres problématiques. On les reprendra peut-être à la fin de la situation de Ghislaine, parce qu'on vient sur des choses particulières. Donc, la situation de Ghislaine, au terme des 3 mois de temps partiel thérapeutique, en fait, il va être reprolongé. On s'aperçoit pour Ghislaine que ce temps partiel thérapeutique a été réévalué au bout d'1 mois. Effectivement, elle est repassée à 80% en termes de quotité de travail avec une réduction journalière de durée de travail. Mais là, effectivement, c'est fait ressentir les mécontentements de la part des collègues qui pallient aux difficultés que Ghislaine rencontre. Donc c'est pareil, on avait un sondage. Je vais vous copier-coller le sondage
dans la conversation et vous pourrez liker, en fait. Je pense que ça sera peut-être Parfait. même plus simple comme ça. Alors, Donc, dans l'incitation, c'est simplement vous mettre de nouveau à la place du manager et savoir comment vous agiriez face à ces nouveaux constats. Donc, il y a 4 solutions proposées, 4 comportements différents. le 1, Le premier, il arrive. Céline vous l'envoie. Donc, le premier, je fais un entretien avec Ghislaine pour comprendre les raisons de la situation actuelle. Au besoin, je recadre. Je rencontre individuellement chaque agent du collectif pour un entretien de remerciement et de félicitations. La proposition 2 part. Le deuxième, vous rappelez au collectif que la situation est provisoire et que ce que Ghislaine fait est mieux que rien. Pardon. Objectivement, ils ont moins de travail que lorsqu'elle était en arrêt non remplacée. Vous les motivez et leur demandez un dernier effort. La troisième, vous rencontrez Ghislaine pour un entretien avec la technique Picto. Donc, la technique Picto, c'est une technique qu'on avait vue sur les précédents webinaires qui permet de recadrer. Pas possible de laisser le collectif s'épuiser et l'ambiance se détériorer. Il faut qu'elle se ressaisisse. Et puis la quatrième, vous demandez au médecin du travail de réévaluer les compensations car de toute évidence, ce n'est pas adapté. Vous avez appliqué ce qui était demandé et cela ne fonctionne pas. Il est important de chercher des relais. Donc normalement, dans la conversation, vous pouvez mettre des j'aime quand vous avez choisi la réponse que vous auriez adoptée. Et on retrouve bien normalement dans la conversation la 1, la 2, la 3 et la 4. Et pour l'instant, j'ai eu un seul vote. Je vous laisse 2 petites minutes, savoir si la technique fonctionne. Sinon, on fera comme tout à l'heure. Mais il faut que les gens s'en saisissent et like. Peut-être le temps de relire aussi parce que quand c'est lu comme ça de ma part, ce n'est pas forcément évident pour vous. C'est la quatrième proposition pour le moment. Qui reçoit. Les autres, il n'y a pas du tout de vote. Non, c'est les ça autres n'ont pas de vote. Il n'y a effectivement que la quatrième proposition. Vous demandez au médecin du travail de réévaluer les compensations, car de toute évidence, ce n'est pas adapté. Vous avez appliqué ce qui était demandé et cela ne fonctionne pas. Il est important de chercher des relais extérieurs. Alors, je suis d'accord avec vous. Il faut en effet être en capacité, lorsqu'on est manager, d'aller chercher des relais et notamment dans cette situation, d'aller chercher l'appui du médecin conseil pour qu'il y ait une éventuelle réévaluation des compensations qui ont été mises en place. Mais à mon sens, ça vient tout à la fin de votre travail. Si vous êtes directement là-dessus, vous êtes sur une sorte de fuite. Vous allez finalement reporter votre propre responsabilité sur un service tiers qui va prendre du temps et qui n'aura pas forcément la bonne réponse parce qu'au démarrage, il manque toute une partie de diagnostic. Il faut que vous puissiez comprendre pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui se passe dans la situation. Et là, de nouveau, on va être sur le questionnement. Et il n'y a que ça qui va vous permettre d'identifier si on est en effet réellement face à un problème de compensation qui n'est pas adapté ou si, au contraire, on est face à un problème disciplinaire où là, il va falloir recadrer, un problème de communication, de compréhension, ou alors un problème de j'ai plus envie de travailler ou j'ai envie d'en faire moins. Et dans ce cas-là, on sera aussi sur du recadrage. C'était la première solution. Donc, il y a d'autres réponses qui arrivent. Merci de votre participation. C'est la première proposition qui est la plus adaptée, qui va permettre d'avoir une situation traitée de façon globale, qui en effet pourra éventuellement, en fonction des réponses que vous aurez glanées, arriver sur la quatrième qui est le relais médical. Si vous rappelez au collectif que la situation est provisoire, finalement, vous êtes de nouveau dans la fuite. Vous allez reporter la responsabilité cette fois sur le collectif et là, vous risquez d'épuiser tout le monde. Et vous ne traitez absolument pas le problème, donc de toute façon, il va continuer, il va perdurer et il risque de s'amplifier. Et puis, si vous rencontrez uniquement Ghislaine, vous faites abstraction d'une partie du problème aussi, puisque finalement, vous avez un problème à la fois avec le collectif et à la fois avec Ghislaine. Donc, c'est vraiment, encore une fois, la totalité de l'équipe qu'il va falloir accompagner. Un petit outil, une petite méthode, des choses que vous connaissez peut-être déjà, mais je préfère les rappeler.
deux outils simples de notre quotidien qui sont cruciaux lorsqu'on est dans le chercher à comprendre. C'est l'utilisation des deux questions, ce qu'on appelle la méthode OCUL, les questions ouvertes, les questions qualificatives. C'est des choses qu'on connaît, hein, qu'on a fait dès l'école primaire. Pour autant, c'est plus compliqué que ça. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, je ne sais pas, mais demandez-vous naturellement dans votre quotidien professionnel comme personnel, quel type de questions vous utilisez de façon la plus fréquente. Et ce sera toujours la question fermée. On est enfermé dans des questions fermées en permanence, à commencer par « Salut, ça va ?» tous les matins. Et on ne cherche même pas à savoir si vraiment ça va. Le « comment ça va ?» il est rarement posé. Et s'il est posé dans une espèce d'envie de bien faire, il y a des fois, on est déjà à l'autre bout du couloir. Donc, on n'est pas dans une vraie question ouverte. La question ouverte a la nécessité qu'on prenne du temps et qu'on soit prêt à « ça ne va pas ». Ça, c'est indispensable. Question ouverte, c'est vraiment glaner de l'information, chercher à comprendre, découvrir, et ça va être sous toutes les formes, comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Le qu'est-ce que et le comment ou le pourquoi, c'est les trois mots-clés qui vont permettre d'introduire les questions ouvertes. Quand on est sur les réponses des questions ouvertes, parfois, il va falloir être sur des questions qualificatives, faire préciser la pensée de l'autre, et c'est ça qui va permettre de pouvoir vraiment vérifier que je me suis fait comprendre et que j'ai compris l'autre. De quelle manière, pour quelles raisons, qu'est-ce que vous entendez par là, c'est-à-dire, c'est quoi pour vous beaucoup, c'est quoi pour vous pas assez, etc. C'est vraiment chercher à affiner finalement les propos apportés par l'agent et par le collectif. Ça, c'est un premier élément. En fonction des éléments que vous allez obtenir par l'équipe et par l'agent, vous allez devoir décliner d'autres choses. S'il est révélé que vous avez Ghislaine qui n'a plus trop envie de travailler ou qui trouve toujours des prétextes pour en faire moins. Dans ce cas-là, on va être sur l'entretien de recadrage. L'entretien de recadrage, picto, je n'ai pas prévu de le revoir là, on verra si c'est nécessaire dans vos questions tout à l'heure, mais vous pouvez le retrouver dans les webinaires précédents sur la chaîne YouTube. Dans tous les cas, voilà, un entretien de recadrage, vous allez repositionner vos objectifs, vous allez chercher à comprendre pourquoi elle en arrive là et trouver une solution à la fin pour que ça s'arrête, que le dysfonctionnement s'arrête. Ne pas oublier le collectif qui a déjà beaucoup souffert, qui est encore dans la surcharge de travail. Si en effet, on peut rappeler qu'on est sur quelque chose de transitoire et donc de temporaire, et qu'en effet, on est en train d'aller vers le mieux, il faut chercher à comprendre pourquoi finalement il y a cette crispation qui arrive aujourd'hui, mettre en place des relais et des solutions, et très probablement, si on arrive à ça aujourd'hui, c'est qu'on a peut-être oublié un élément clé qui est, alors c'est pas celui-là, c'est la toute dernière, hop, on passe un petit peu, la toute dernière slide, encore après, pardon. La toute dernière slide, c'est une technique qui vous permet de faire des entretiens de remerciements et de félicitations. On est les champions en France pour faire des entretiens de recadrage. On va facilement envoyer des lettres de convocation dans le bureau du manager pour dire quand ça ne va pas. Et on ne le fait vraiment pas beaucoup quand ça va bien. La technique RIR, elle vise à mettre au même niveau que l'entretien de recadrage un entretien de remerciement et de félicitations. Et lorsque vous avez une équipe qui, pendant 10 mois, pallie à l'absence d'un agent et qui, pendant encore plusieurs mois, s'adapte de nouveau, réinvente finalement une organisation pour réintégrer l'agent progressivement, je pense réellement que ça mérite qu'on accorde de l'importance à ces entretiens-là. On est sur des entretiens individuels. Le réfléchir, le premier R du RIR, c'est réfléchir à un lieu adapté à un moment approprié. Ce que moi, je vous conseille de faire, c'est que ce soit le même lieu, le même moment que lorsque vous faites de l'entretien de recadrage. Si vous envoyez une lettre recommandée pour convoquer un agent dont vous avez besoin de recadrer le travail, faites la même chose pour l'entretien de remerciement et de félicitations. Faites-le dans votre bureau, ne le faites pas entre deux machines à café ou à la photocopieuse. Le I, c'est indiquer. Indiquer la bonne réalisation, le bon comportement constaté. Qu'est-ce qui vous amène finalement à faire cet entretien-là? Et essayez de mettre en évidence tout ce que ça a pu amener de positif au collectif, au service, aux résultats, à la satisfaction des clients, des visiteurs, etc. Et là, le moment crucial de l'entretien RIR, c'est le R, le deuxième R, c'est raconter. Maintenant, laissez la place à l'agent d'expliquer comment il a réussi à faire ça, comment il a vécu cette période-là.
qu'est-ce qu'il a fallu qu'il mette en place, sur quoi il a dû travailler. Parfois, ce sera sur des compétences métiers, parfois, ce sera sur des compétences personnelles, comportementales. Laissez-lui le temps. Il y en a qui prendront la parole pendant 2 minutes, d'autres pendant 10. Il faut accepter que c'est du temps utile, même si pour vous, ça peut paraître long. Le E, c'est élargir. Élargir, c'est quelque chose qui, pour moi, va être optionnel. En fonction de la personnalité que vous allez avoir en face de vous, vous allez voir et vous allez questionner directement votre agent pour savoir si c'est quelque chose qu'il a envie de participer, de partager avec l'ensemble. Une méthode, une façon de faire, un process de travail particulièrement bénéfique qu'il pourrait présenter à une prochaine réunion ou qui pourrait faire l'objet d'une, je ne sais pas si vous avez un journal mensuel, une mail news, etc. Est-ce que tu as envie qu'on parle de toi? Est-ce que tu as envie de présenter ce que tu as pu mettre en place au cours des derniers mois? Ce qui t'amène finalement à réussir à tenir la barque, à assumer la charge de travail supplémentaire, etc. Et là, c'est à l'appréciation de l'agent. Et c'est ça qui va permettre de lui donner son moment de gloire, finalement, s'il en a envie. Et uniquement s'il en a envie. Et le S, il est primordial. Si on ne met pas le S, on se plante parce que les quelques fois où on a pu observer des entretiens de ce type-là, pendant 10 minutes, un quart d'heure, l'agent, il est félicité, remercié, encensé, donc tout va bien, il repart, il a la patate, et au moment de partir, par contre, la connerie que tu as fait hier, plus jamais. Et là, on casse tout. L'entretien rire, il s'arrête uniquement à la félicitation ou au remerciement. Donc le S, c'est le S de stop. On ne parle surtout pas d'autre chose, ça c'est primordial. Donc ça, c'est un outil qui sera intéressant pour faire avec le collectif de travail, Avec le qui a pas collectif, lié mais en individuel. en individuel. Oui. On est vraiment Tout à fait. sur un outil qui s'utilise en individuel. Chacun va avoir un rapport différent à la félicitation et au remerciement. Vous-même, posez-vous la question comment vous vivez les choses quand on vous complimente devant les autres. Il y en a qui peuvent être mal à l'aise. Donc, ne vous risquez pas à faire du rire en collectif parce que vous pourriez avoir l'effet inverse. Quelqu'un qui finalement va se sentir extrêmement gêné d'être mis en valeur devant d'autres. C'est vraiment le moment finalement, au même titre que vous ne recadrez pas quelqu'un devant le collectif. Hein. Ça a vraiment pour moi le même niveau, la même valeur, la même place. Je voudrais revenir sur un petit point, juste la slide d'avant, Céline, s'il te plaît, sur le processus de graduation qui est souvent manquant lorsque vous avez Ghislaine qui est un petit peu défaillante ou n'a pas envie ou a des difficultés, dit qu'elle n'arrive pas. Une fois que vous avez écarté le problème de compensation et que vous êtes sûr que vous êtes au bon endroit et que ce qui a été mis en place est adapté, et que malgré tout ça, il y a encore des difficultés, vous allez faire un entretien de recadrage. On énonce la satisfaction, on obtient un engagement, on trouve une solution et on laisse passer. Au bout d'un temps, une semaine, 3 jours, 15 jours, en fonction de ce que vous aurez décidé, vous faites un entretien parce que ça ne va toujours pas. Et c'est souvent ce qu'on me dit, mais je fais que ça, en fait, je fais que faire des entretiens. Sauf que l'entretien, il ne va pas être le même. L'entretien, il va commencer par reprendre l'engagement qu'on a pris il y a une semaine ou il y a 15 jours. Ghislaine, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui fait que l'engagement pris qui était ça, 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 ça et ça n'est pas tenu. Quelle est la difficulté? On repart dans la technique Picto. Chercher à comprendre. On va considérer que Ghislaine a droit à l'erreur, une fois, comme tout le monde. On va voir si de notre part, on a une responsabilité et qu'on a des choses à mettre en place aussi. Et de nouveau, on obtient l'engagement. Si, au bout d'une semaine, de 15 jours, de 3 jours, etc., vous n'obtenez pas satisfaction et qu'il n'y a toujours pas atteinte de l'objectif et tenue de l'engagement, de nouveau, on est sur un entretien, mais cette fois, on n'a plus le même ton. Et on est sur le droit à l'erreur qui a été purgé. On ne va pas en permanence chercher à comprendre, remettre en place des choses, alors qu'il n'y a rien qui se passe en face. Donc là, c'est simplement finalement reprendre les éléments, l'historique de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été tenu, malgré les éléments et les moyens qui ont été donnés. Et c'est de dire à un moment donné, ce dossier-là, cette situation-là, elle va être traitée avec le service RH. Et tenez informer vos agents lorsque vous allez solliciter le service RH. Il n'y a rien de pire que de solliciter le service RH dans le dos du salarié, finalement, de l'agent. Donc, un troisième entretien qui pose de la même chose. Pour la troisième fois, on se rend compte sur le même objet qui est que ça, ça, ça et ça, ça n'est pas fait, ça n'est pas tenu, où il y a des erreurs, etc. Malgré les moyens qui ont été donnés. On s'est vu il y a 15 jours, on a considéré qu'il y avait le droit à l'erreur, on a remis en place des choses, vous avez pris un nouvel engagement qui n'est toujours pas tenu. Au jour d'aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'autre choix que de solliciter les services RH. Alors, on voit bien qu'il va y avoir deux possibilités. C'est à un moment donné, effectivement, Ghislaine, c'est une problématique santé
qui n'est pas suffisamment compensé ou qui est mal adapté ou que la personne n'est plus en mesure de tenir son poste. Ou alors, effectivement, on est dans de l'insuffisance professionnelle. C'est ça. Hein, donc on va gérer après de manière différente, mais le manager ne doit pas rester seul, Non. de ce que j'entends. Hein, Jamais. effectivement, sur le volet santé, et cetera, le manager devra se réorienter sur la médecine du travail, éventuellement associer le correspondant handicap puisque fait. effectivement c'est une personne ressource en interne. Et sur la partie recadrage, là, on est purement sur le service RH. Oui, tout à fait. Alors par contre, et voilà, il y a une personne qui nous dit: «Je fais bien ce type d'entretien avec toute bienveillance, mais l'agent se met 15 jours en arrêt de travail derrière». Alors, on ne peut pas savoir pourquoi l'agent il est 15 jours en arrêt de travail. Est-ce que réellement il y a une raison médicale à ça ou pas? On va avoir tendance à approprier, je n'ai pas le mot que je veux, mais Alors après c'est on va porter une intention négative à l'agent qui, juste après un entretien, va se mettre en arrêt maladie. Parfois, ce sera le cas, parfois pas. Donc, cherchez à sortir de votre cadre de référence et à ne pas porter de jugement jusqu'au retour de l'agent. Et lorsque l'agent revient de son arrêt, recevez-le de nouveau en entretien individuel et posez-lui les questions de qu'est-ce qui s'est passé. Alors, pas sur l'aspect médical, parce que ça, vous n'avez pas droit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, dites-lui, j'ai vraiment mal vécu ou je me suis questionnée sur cet arrêt qui finalement arrive juste après un entretien de recadrage. J'ai besoin de comprendre. Et en fonction, vous verrez bien ce que vous faites. Si vous avez vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qui use du système, abuse du système, dites-le. Moi, en tout cas, sans jamais d'attaque, sans jamais d'agressivité, moi, j'ai vraiment le sentiment que finalement, tu es en train de jouer avec le système et que tu te mets facilement en arrêt au détriment de ce qu'on pourrait mettre en place. C'est quelque chose qui ne me convient pas. Et j'ai besoin qu'on trouve une solution ensemble. Si tu fais ça, c'est que je n'arrive pas à répondre à tes besoins au travail. Et prenez aussi une part de responsabilité de ça, sans s'auto-flageller, ça ne sert strictement à rien, mais cherchez vraiment à comprendre pourquoi il en arrive là. Et même chose, si vous êtes sur un dysfonctionnement répétitif et que vous avez des agents qui n'ont plus envie de travailler, retournez-vous vers le service RH. Et quand Le on est le pardon. service RH, du coup? Oui. Parce que du coup, il y a des personnes il y a des personnes qui disent: «Je suis le service RH» et du coup, en gros, comment je fais? Parce que je ne peux pas me Oui. retourner vers quelqu'un d'autre. J'allais dire, quand on a le service RH, souvent, on dit Mmh. faut tout ramener au service RH. Le service RH n'a pas de baguette magique non plus. Le droit du travail est fait de telle sorte que les agents, les salariés sont protégés aussi et que ça nous amène parfois à traîner sur la longueur des agents, des salariés qui vont finalement devenir un petit peu des fardeaux et user les équipes et les managers. Il y a 2 écoles, il y a ceux qui disent qu'on va s'adapter, qu'on va faire avec. Moi, je suis l'école de dire qu'il ne faut jamais s'adapter au dysfonctionnement et qu'il faut tenir le cadre en permanence. Et c'est ça qui va amener à changer les comportements. Et si ça ne change pas le comportement de l'agent, ça va à minima montrer au collectif que votre valeur à vous, c'est la valeur travail, c'est l'équilibre, c'est la justesse, c'est toutes ces choses-là. Et que tous ceux qui ne sont pas là-dedans, ce n'est pas des personnes que vous allez soutenir. Et je pense que c'est là que ça se joue aussi. On n'a pas la baguette magique, encore une fois, hein, c'est destructeur pour le collectif. Oui et non, c'est destructeur si on ne fait rien. En effet, si on ne fait rien, si le manager, si le service RH s'adapte à la situation, finalement fait avec, c'est destructeur parce que c'est complètement dévalorisant pour ceux qui triment et qui risquent de rentrer dans le même dysfonctionnement. À un moment donné, vous allez avoir une hémorragie d'arrêt maladie, de présentéisme passif ou de tout ce qu'on voit maintenant, les démissions silencieuses. Il y a un gros effet de mode aussi là-dessus avec les réseaux sociaux. C'est destructeur à partir du moment où on n'agit pas. Si on agit, même si vous n'avez pas d'effet sur l'agent en tant que tel, c'est visible pour le collectif. C'est visible qu'il est toujours en entretien. C'est visible que vous êtes toujours dans le recadrage. Si vous êtes dans le recadrage des missions, à aucun moment, même si c'est répétitif, à aucun moment, on pourra vous dire que vous êtes dans le harcèlement. Il faut que vous soyez rassurés par rapport à ça. Le harcèlement, ce n'est pas un entretien répétitif sur les mêmes choses. À partir du moment où on est c'est ce qu'on appelle le droit de gestion. Vous êtes en train de piloter votre activité. Vous n'êtes pas en train de harceler un agent de façon malsaine, si vous voulez.
Et du coup, la RQTH ne vient pas sur ce champ-là, au final, parce que la reconnaissance qualité de travailleur handicapé, effectivement, l'agent doit être traité comme les autres, de manière équitable, et il faut juste s'assurer que, les bonnes personnes, les bons interlocuteurs ont été sollicités, notamment le service de santé, pour mettre en face les mesures de compensation nécessaires. Une fois que les mesures de compensation nécessaires sont mises en place, effectivement, on peut considérer en tant que manager que, le travail a été fait sur le volet santé Oui. et que du coup, c'est le côté, professionnel qui pose problème. Oui, vous les managez comme n'importe quel autre agent. Et c'est ça, je sais que c'est une crainte pour beaucoup d'entre vous, hein, mais un salarié qui a une situation de handicap, une pathologie, une maladie quelconque qui est compensée, qui est identifiée, où tout le panel de services est mis en place autour, vous le managez de la même façon. Au même titre que si vous aviez un noir, un homo, une blonde, on s'en fiche. On s'en fiche de ça. Le processus, il est le même pour tout le monde. Je cherche à comprendre, j'identifie les besoins, je mets en place des choses, et si malgré tout ça, ça ne marche pas, je passe sur du recadrage. Alors là, vous êtes en train de préciser que la personne qui est reconnue en situation de handicap n'a pas d'aménagement souhaité ni demandé, mais l'agent ne peut pas exercer ses missions, au final. Alors là, si je comprends bien, vous êtes face à un agent qui n'a pas les compétences pour exercer son métier, qui ne souhaite pas d'aménagement de poste ou de compensation, et donc il n'en formule pas le besoin. Là, ça va être votre rôle à vous de manager, dans l'entretien, de l'amener finalement à la prise de conscience qui est qu'il y a des manquements ou des compensations indispensables à mettre en place pour qu'il puisse exercer ses missions. Et ensuite, vous orientez sur le service RH pour voir en termes de formation ou de compensation avec le médecin du travail si c'était nécessaire. Ce n'est pas parce que le salarié ne demande pas, ne dit pas ou ne souhaite pas qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est important. On ne fait pas ce qu'on veut dans le monde du travail. Vous avez intégré, vous pouvez le dire comme ça, vous avez intégré un collectif de travail, vous avez choisi de nous rejoindre dans tel service pour telle mission. Je ne peux pas, moi, rester à vous regarder en disant il ne peut pas faire, il n'y arrive pas. Ce n'est pas possible. Mon rôle à moi en tant que manager, ça va être de vous accompagner à faire vos missions. Si à un moment donné, il y a des difficultés, que vous en soyez conscient ou pas, que vous vouliez le reconnaître ou pas, mon rôle, c'est de vous amener à y arriver. Si on n'y arrive pas, on trouvera d'autres solutions, une réorientation professionnelle, une vacation ailleurs. Enfin voilà, il y a toujours des solutions. Mais en tout cas, moi, en tant que manager, je ne m'adapterai pas à l'absence de compétences d'un agent. Là, la difficulté est d'identifier si on est sur de l'incompétence professionnelle ou de l'insuffisance professionnelle, c'est ça que vous dites? Oui, et c'est dans le questionnement que vous allez pouvoir le savoir, voire dans un diagnostic relais qui pourra être fait par différents services, associations, etc. Alors oui, effectivement, si la problématique, santé, est-ce qu'on s'interroge sur l'aptitude ou non? Oui, le médecin du travail va pouvoir, mobiliser le Cap emploi ou la prestation d'appui spécifique de manière à faire le point pour identifier, soit il y a des mesures appropriées à mettre en place en fonction du service et à ce compte-là, vous serez épaulé et accompagné. Soit c'est pas le cas et effectivement, ça peut déboucher sur le fait qu'effectivement, on est plutôt sur de l'incompétence professionnelle et après, ça va être, soit la personne va s'outiller, se former, évoluer professionnellement, soit effectivement après ça va être des propositions de réorientation, professionnelle qui pourraient être, amenées. C'est des choses que vous allez retrouver beaucoup aujourd'hui avec des métiers qui sont en train de disparaître, et notamment dans la fonction publique, où finalement, on ne sait plus trop quoi en faire de ces agents-là. Et qu'ils soient en situation de handicap ou pas, le problème, il reste le même, c'est que vous avez des personnes qui peuvent être affectées à des missions qui n'étaient pas forcément les leurs au départ, qui va nécessiter du temps, de l'adaptation, une montée en compétences, et parfois on n'y arrivera pas, parce que c'est tellement éloigné de ce qu'ils faisaient avant et de ce à quoi ils étaient destinés qu'on n'a pas de solution. Et effectivement, même si une personne a été recrutée, au titre de bénéficiaire de l'obligation d'emploi, il semblerait. Tout à fait. Voilà, Est-ce donc qu'il y a d'autres questions? J'avais prévu un tout petit focus sur l'empathie, qui pour moi est une compétence clé indispensable dans tous les entretiens que vous pouvez amener sur l'individuel comme sur le collectif et de façon générale dans vos métiers. Il y a deux types d'empathie
qui sont importantes de connaître, l'empathie cognitive, l'empathie émotionnelle. L'empathie cognitive, c'est celle qui va permettre de comprendre le point de vue des autres. Donc, cette idée de sortir de son cadre de référence, comprendre comment l'agent il fonctionne et accepter qu'il fonctionne différemment de moi, sans pour autant que je sois d'accord avec lui. Et puis l'empathie émotionnelle, c'est la capacité à percevoir et identifier les émotions des autres sans forcément les ressentir. J'ai envie de dire même surtout pas en les ressentant. Et ayez en tête que être empathique n'est pas suffisant. Être empathique, c'est j'ai vu, j'ai compris. J'ai compris qu'il pensait différemment de moi, j'ai vu qu'il n'était pas bien. Si je ne fais que ça, finalement, je m'auto-satisfais, je me donne bonne conscience. Faire preuve d'empathie, ça va être l'étape d'après et ça va être montrer à l'autre que j'ai compris, montrer à l'autre que j'ai vu et agir en conséquence. Aller voir Ghislaine en disant « J'ai compris que vous n'alliez pas bien, j'ai compris que c'était difficile pour vous, on va en parler. » Faire preuve d'empathie, oui. Être empathique, oui, mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'était important. Non, on n'a pas besoin de revenir dessus. Non. Donc, on voit bien qu'effectivement, le rôle du manager est quand même relativement complexe, puisqu'il faut toujours jongler entre exigence et bienveillance, et qu'on est à la frontière de choses qui sont pas simples. C'est pas simple. Je dirais, pour conclure, que le plus important, c'est votre intention de départ et l'intention de l'autre, de la personne que vous avez en face. Si votre intention de départ, elle est juste, elle est sincère et elle est vraiment bonne, et vous avez envie de faire progresser, vous avez envie d'accompagner, d'améliorer les choses, même s'il y a de la maladresse dans vos propos, dans vos comportements, on pourra toujours le récupérer. Et moi, je suis capable de retourner voir un salarié en disant, écoute, j'aurais jamais dû le dire ça comme ça, j'aurais pas dû agir comme ça, j'ai agi sous le coup de la colère, de l'émotion, de ci, de ça, on va reprendre ensemble. C'est la même chose sur ce que vous allez identifier en face. Si votre agent, il est de bonne foi, qu'il a envie de s'en sortir, qu'il a envie de bien faire, qu'il a envie d'améliorer les choses, mais que pour plein de choses, il n'y arrive pas ou c'est plus long que ce que vous pourriez imaginer et accepter, on peut s'en sortir. Si d'un côté ou de l'autre, il y a une intention qui est malsaine, qui est vraiment de nuire, de blesser, de boycotter, là, il faut mettre, à mon sens, tout de suite les hauts là et avoir un recadrage vraiment très strict. Voilà. Revenez à l'intention pour que vous n'ayez pas trop de pression non plus, parce qu'en effet, le métier de manager, il est extrêmement compliqué et on travaille sur l'humain. Donc, vous pourrez faire tous les webinaires que vous voulez, toutes les formations que vous voulez. C'est avant tout des choses qui se vivent. Donc, l'idée, c'est que vous puissiez développer un petit peu des automatismes, des mécanismes finalement de lecture de l'humain et puis des interactions qui peut y avoir entre les uns et les autres. Mais on ne pourra jamais voir toutes les situations, toutes les phrases que les uns et les autres vous disent. Donc, il faut avant tout que vous soyez bien dans vos baskets et puis que vous soyez en capacité de revenir sur des situations que vous avez mal vécues, d'exprimer. N'ayez pas de tabou, n'ayez jamais de tabou, ni avec vous-même, ni avec vos équipes. Et n'hésitez pas à revenir sur des situations en disant là, on ne s'est pas compris, là, j'ai mal vécu ou j'ai le sentiment que tu as mal vécu. Et effectivement, ça rejoint le fait de prendre soin de soi aussi en tant que manager et qu'il faut se protéger. Et on a une question sur comment se protéger en tant que manager face justement à cet étau, on a l'impression. Alors, la première chose qu'on entend partout, mais je pense que c'est vraiment une clé, c'est de trouver vos propres limites et donc de trouver vos sas de décompression à vous. Pour certains, ce sera le yoga, pour certains, ce sera la famille, peu importe ce que vous avez à vous qui vous convient à votre petite bulle. Votre petite bulle de façon à ce qu'il y ait une rupture réelle entre le monde du travail et le monde perso, entre le temps où je suis au bureau et le temps où je suis en famille. Ça c'est primordial. Si vous commencez pardon, à ne plus avoir de frontières avec les deux, si vous avez des nuits agitées, si vous avez du mal à couper, que vous êtes tout le temps sur vos téléphones, sur vos ordinateurs, entourez-vous, parlez-en à d'autres managers, allez voir les services RH. Le service RH, il n'est pas là que pour pallier au dysfonctionnement et traiter finalement les ruptures de contrat et la discipline. Il est là aussi pour vous accompagner dans cet équilibre où parfois on a besoin simplement de sortir la tête du guidon et puis d'avoir des conseils extérieurs. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, qui est la plus importante, c'est ne gardez jamais les choses pour vous. Le stress, c'est une maladie qui tue, c'est la maladie silencieuse qui tue le plus en France aujourd'hui, qui est à l'origine des maladies cardiovasculaires, des arrêts cardiaques, des AVC. Le stress, c'est quelque chose qui va vous faire perdre 30 à 40 années de vie.
Alors, pas dans le fait que vous allez mourir à 40 ans, mais dans le fait que vous allez faire un AVC à 40 au lieu de le faire à 80. Il faut que vous mettiez en place des situations, des méthodes, des choses, des techniques qui vont vous permettre de gérer votre stress. Et la première chose que vous pouvez faire tous, sans aucun moyen financier, sans rien du tout, c'est l'expression de vos insatisfactions. On a 3 façons de faire dans notre cerveau. La première, ça va être quand je suis face à une insatisfaction, je réagis à chaud. C'est l'instinct animal. Je mords parce que tu m'as mordu. C'est pas très adapté au monde du travail, vous allez avoir des problèmes. La deuxième, qui est la plus courante, c'est je fais comme si j'avais pas vu, je fais comme si j'avais pas entendu, j'ai pas envie de créer de problème, j'ai pas envie d'avoir d'histoire, je le mets dans ma boîte interne là, et je m'en rends même pas compte, c'est inconscient tout ça, hein. Et à partir de 21 jours, c'est dans le disque dur interne. Et il va falloir des thérapies pour pouvoir le sortir. Et vous allez avoir des signaux finalement de cette boîte un petit peu trop pleine, au moment où vous allez péter les plombs pour rien, parce que c'était la goutte de trop qui fait qu'à un moment donné, j'explose. C'est ça qui va vous créer l'esprit de vengeance. C'est ça qui va vous dire, il y a 3 ans, je me souviens très bien de ce que tu m'avais dit à ce moment-là. Si vous avez ce type de réflexe-là, ce type de réaction, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose que vous n'avez pas digéré, que vous avez mal vécu et que vous n'avez pas extériorisé. Et ça, c'est ce qui est en train de vous pourrir de l'intérieur. Vraiment. S'il n'y a pas d'autre mot, finalement, c'est quelque chose qui, c'est invisible, mais qui nous détruit vraiment. Donc, la seule bonne façon de faire, c'est de réagir à froid. J'accuse le coup, je prends le temps de réfléchir, et dans un délai de 21 jours, je vais retourner voir la personne et lui dire « j'ai mal vécu, j'ai pas compris, ça m'a blessé, etc., etc. » Si vous arrivez déjà à faire ça, votre santé mentale et physique sera déjà un petit peu plus préservée. Alors, malgré tout, hein, c'est vrai que bien qu'on a eu des interrogations, par rapport au rôle du manager et cetera, qu'il n'était pas simple, qu'il était entre la hiérarchie et l'équipe, on voit quand même que, dans le cœur de sa formation, c'est vraiment de gérer une équipe. Mmh. Et du coup, on a vu qu'il y avait un panel d'outils qui était important justement pour lui permettre, hein, d'identifier, dans quel cadre on va être. Est-ce qu'on est dans le cadre médical? Et si on est dans le cadre médical, on a tous les appuis, de l'environnement, sur lesquels il va pouvoir voilà, aller en termes de relais. Oui. Pour le volet, professionnel également, il ne va pas agir seul, il va pouvoir se retourner, vers le volet professionnel et du coup, logiquement, si on suit progressivement, toutes les étapes et qu'on est au clair avec les éléments, qui sont en train de se jouer au sein de l'équipe, normalement, on ne doit pas se retrouver face à des situations sans solution. Puisqu'on Les peut activer des leviers de part et d'autre. La seule solution, dans laquelle vous pouvez vous retrouver bloqué, si les leviers finalement extérieurs que vous avez sollicités n'agissent pas. C'est que vous allez toujours avoir la main dessus, vous actionnez les leviers, vous allez chercher dans votre réseau. Par contre, vous n'avez pas la main sur la réaction et le comportement des autres. Donc si vos relais n'agissent pas, là, vous pouvez rester en difficulté. Rester en difficulté, ça ne veut pas dire abandonner. Ça veut dire qu'en permanence, vous allez ressolliciter, re-questionner le pourquoi du comment personne n'agit. D'accord. Alors, j'ai vu aussi une autre question par rapport au temps, du temps partiel thérapeutique. Est-ce qu'on peut imposer effectivement le rythme du temps partiel thérapeutique? Alors, l'objectif du temps partiel thérapeutique, c'est de venir répondre à un état de santé pour favoriser une réadaptation. Donc là, si le médecin, traitant ou le médecin du travail indique qu'il faut réduire en termes de temps journalier ou en termes de coupure dans la semaine, par exemple, 1 jour ou 2 jours, c'est que ça a certainement un lien avec la problématique santé et nécessite, on va dire, peut-être des soins ou autre. Donc ça, le manager n'a pas forcément accès à ces informations-là et pour le coup, ça sera à réinterroger auprès du service de santé si vraiment ça a un impact important sur votre organisation. On peut imaginer qu'un temps partiel thérapeutique soit pensé idéalement, pour une personne, mais qu'au final, dans le quotidien, dans l'opérationnalité, ce soit compliqué à mettre en place et du coup, il ne faut pas rester avec cette difficulté-là. Il faut vraiment aller réinterroger le médecin pour essayer d'identifier le bon compromis pour justement permettre quand même malgré tout à la personne de progresser dans sa capacité de travail et que le service soit pas, trop impacté et que le temps partiel, au final, soit, pas positif parce que ça va engendrer d'autres tensions. Voilà et puis donc si vous avez encore des questions, hein, on arrive au terme des questions-réponses donc vous pouvez,
vous pouvez effectivement ouvrir les micros aussi, prendre la parole en levant la main. On peut faciliter les échanges. Voilà, pour ceux qui le souhaitent. Une question tout à l'heure, c'était comment Oui. mobiliser les experts? Comment mobiliser les experts? En tant que manager? Non, mais là, c'est oui, mais c'est qui? C'est qui est à manager ou un l'origine, en service fait? C'est qui est à l'origine de la demande? Parce que alors après, 2 cas de figure. La personne qui est encadrée, c'est le manager qui identifie qu'il y a une problématique santé et à ce moment-là, il va se rapprocher du correspondant handicap avec l'accord de l'agent pour mobiliser une expertise. Le correspondant handicap, c'est la personne ressource au sein de tout employeur public. C'est une obligation réglementaire maintenant. Tous les employeurs publics doivent se doter d'un référent handicap pour justement être la personne ressource informée, outillée, aussi bien le collectif de travail que les agents en situation de handicap. Donc là, après, le correspondant handicap prenant le relais va faire le nécessaire pour mobiliser soit Cap emploi, soit une prestation d'appui spécifique en fonction de la situation. Hein? Oui, avec le médecin, toujours. Le médecin du travail, il est toujours là. Mais on en a déjà parlé beaucoup du médecin du travail. Donc c'est vrai que pour le coup, au-delà du médecin du travail, vous avez vraiment le correspondant handicap qui peut venir vous aider. Donc il faut pas omettre, voilà, cette ressource parce que lui, il a une vision, globale de l'écosystème et parfois on a même des médecins du travail qui méconnaissent les solutions qui peuvent être, préconisées. Et ces préconisations Cap emploi, prestations d'appui spécifiques ou éventuellement une étude ergonomique qu'on appelle l'évaluation, prestation préalable d'adaptation des situations de travail, c'est des actions et des dispositifs qui sont préfinancés par le FIP et qui, pour le coup, pour l'employeur, si l'agent est volontaire pour entrer dans une dynamique positive de recherche de solutions, ça sera déjà préfinancé. Donc il n'y a pas de facturation complémentaire. Et après, par rapport aux aménagements qui seront à mettre en place derrière, effectivement, l'enveloppe budgétaire du FIP-HFP viendra vous donner des moyens complémentaires. Et ça, c'est pareil, c'est une réflexion qui ne peut être que pluridisciplinaire. On l'avait vu sur les webinaires, la dernière fois, que l'environnement dans lequel, va, évoluer le manager, il est quand même, structuré, organisé de par des obligations réglementaires, mais qui permet vraiment d'avoir des ressources humaines et financières qui sont à disposition pour accompagner les personnes qui rencontrent des problématiques de santé. Donc il y a des solutions qui sont parfois pas sollicitées par méconnaissance et effectivement, si en tant que manager, on observe des signaux d'alerte, qu'on identifie qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'on ne sait pas que, il existe ces éléments-là qui vont venir nous aider, on va rester avec des situations difficiles. Alors qu'on n'est pas tout seul. On peut réfléchir à plusieurs. Hein, entre le service RH, le manager, le correspondant handicap, des experts du handicap, le médecin du travail et cetera, le psychologue du travail, vous avez effectivement, un panel d'acteurs qui vont venir réfléchir avec vous aux situations, aux aménagements raisonnables à mettre en place pour pouvoir maintenir quelqu'un en poste dans de bonnes conditions et éviter effectivement qu'il y ait des répercussions négatives sur le collectif de travail. Si la personne qui dit on est le service RH, si vous voulez, donc dernier recours en soi, c'est un peu compliqué. Si vous voulez, vous êtes encore présent et vous voulez ouvrir le micro pour expliquer un petit peu ce que vous vivez, n'hésitez pas. Je ne vois pas en quoi vous n'avez pas de solution en fait. Peut-être que je n'ai pas été très claire. Donc n'hésitez pas à ouvrir le micro et puis qu'on puisse échanger en direct si vous en avez l'envie et le besoin. Bonjour, C'est bon. Allez-y, je ne sais pas si le micro il marche. votre micro est ouvert, vous pouvez y aller. On n'entend pas. Vous Alors, attendez attendez. une seconde. Oui, parce que je crois On que a le un son- petit souci de son. Allez-y, allez-y, excusez-moi, je vais vous demander de répéter votre intervention. Allô? Je souhaiterais un échange spécifique sur notre cas car rien ne correspond. C'est la même personne ou Oui. c'est- Ouais, ben, on fera ça Hors webinaire. Oui, voilà. Le micro ne fonctionne pas. Mais, éventuellement, vous pouvez recontacter EH Conseil par la suite, oui. Ce sera peut-être plus adapté.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. Je souhaite juste... Vous Oui. m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Oui, je souhaite juste rebondir sur le rythme du temps partiel thérapeutique. Donc moi, je suis correspondant handicap et responsable aussi RH personnel non médical. Et c'est vrai que la difficulté, comme avec les managers sur ce rythme, c'est que donc moi, je suis convaincue que pour un retour pour l'agent, il faut respecter le rythme préconisé par les médecins et le médecin du travail. Mais nos managers, c'est pas qu'une question d'impossibilité pour eux d'accepter ce nouveau rythme. Ils ont l'impression que l'agent choisit ses jours par confort. Donc moi, je me bataille un petit peu en leur expliquant que c'est pour des raisons médicales. Alors, je leur dis que je n'ai pas à leur adresser. Mais souvent, moi, j'ai ce conflit-là avec les managers. Donc, parfois, je suis en difficulté. Oui. Alors, on est toujours confronté aux mêmes problématiques. Le cadre de référence, le chercher à comprendre, qui va venir se mêler aux émotions des uns et des autres, à de l'envie, de la jalousie, sans prendre en compte finalement tout ce qui va avec un mi-temps ou une quantité de travail qui va être réduite sur un temps donné. L'agent qui est dans cette situation-là, en général, il y a des douleurs, il y a des traitements, il y a tout ça aussi avec. Donc, il faut amener le manager à développer l'empathie cognitive, l'empathie émotionnelle, et à mettre un petit peu de côté son cadre de référence et son jugement peut-être un petit peu hâtif. Oui, je vais peut-être leur transmettre votre diapo d'ailleurs, ou leur faire une petite intervention, parce que j'essaye malgré tout que cette empathie soit un petit peu plus développée, parce que pour moi c'est de l'empathie, je dirais, positive et pas bisounours. Et en fait, il y a souvent confusion en disant, bah, moi, mon rôle de manager, c'est pas, je suis pas dans le monde des bisounours, mais en fait, j'explique malgré tout que à terme, à moyen, long terme, ça sera gagnant, mais nos managers aussi ont tendance à raisonner à court terme. Et ça, c'est une difficulté aussi que moi, je rencontre avec eux. Bon, après, je m'avoue pas vaincue, mais je reste positive quand même, mais c'est difficile. Ouais. Bravo à vous de garder la positive attitude, c'est déjà le plus dur. Donc, continuez, ça c'est déjà positif. Ce que vous témoignez là, finalement, c'est ce qu'on rencontre partout, avec la diminution de l'empathie, avec l'augmentation de l'égocentrisme, la diminution de la notion d'effort. On a aussi cette tendance à être dans l'immédiateté. La société d'aujourd'hui fait qu'on a tout de suite et qu'on a envie d'avoir tout de suite, même au travail, et y compris sur les comportements humains. Et là, il faut clairement repositionner les choses et expliquer, comme vous le faites, comme vous le décrivez, qu'il y a des choses qui prennent du temps. Le manager, il a souvent tendance à avoir envie d'avoir la baguette magique qui va tout résoudre tout de suite. Ça n'existe pas. C'est ça. Donc, la positive attitude, c'est le yoga pour moi. Eh ben, c'est très bien et c'est primordial de trouver des choses qui sont propres à chacun de façon générale, mais qui vont permettre d'avoir ce petit sas de décompression. Merci à vous. Merci. Alors, je rejoins la personne qui intervient lorsqu'on est au-delà de la bienveillance qui a été mise en place d'entrée. Oui. Alors, la bienveillance qui a été mise en place d'entrée, c'est peut-être pas de la bienveillance, c'est peut-être ça le problème. C'est que la bienveillance, à partir du moment où elle est réelle, c'est-à-dire que la notion de bienveillance, c'est vouloir le bien de l'autre et pas être dans le monde des bisounours et la gentillesse, elle ne pourra jamais poser problème parce que la bienveillance, elle sera forcément équilibrée. Je fais les choses dans un certain cadre. La bienveillance, elle peut être vécue comme quelque chose de difficile, comme quelque chose de violent. La bienveillance, c'est imposer le port des EPI malgré que ce soit douloureux, qu'il fasse chaud, que ce soit lourd, etc. C'est ça aussi, être bienveillant. Être bienveillant, c'est pas dire oui à tout. Donc peut-être que là, la différence, c'est ça.
Si vous voulez ouvrir le micro et puis en échanger un La peu plus, personne qui n'a n'hésitez pas pas. le micro. Mais Ah, d'accord. après, la question, c'est est-ce qu'on est vraiment dans une aptitude à l'exercice des fonctions? Et là, en l'occurrence, c'est peut-être ça qui pose problème. Parce que s'il y a eu, énormément de mise en place, d'aménagements, de compensations et cetera et on en arrive à la conclusion qu'avec la compensation, effectivement, bah, au final, la personne n'est pas en mesure de tenir son poste. Là, pour le coup, on doit poser la question de l'aptitude, Oui. à l'exercice des fonctions. D'où Ça doit être posé. l'importance d'équilibrer notre balance entre la bienveillance et l'exigence. La bienveillance, ça va être le chercher à comprendre des solutions, trouver des relais, etc. L'exigence, ça va être de repositionner le cadre. Je voudrais des réponses pour bien organiser le service social avec 4 agents pour être efficace face aux agents problématiques de santé entre CLM, CLD. Donc là, on est sur une situation peut-être particulière aussi qui Oui. nécessiterait, je pense, que vous puissiez reprendre contact avec EH Conseil à la fin du webinaire. Parce qu'il est clair que si vous avez un service de 4 agents et qu'il n'y en a aucun qui est en capacité de travailler, vous allez être face à quelque chose qui est oui, ça peut pas fonctionner, Ça en peut fait. pas C'est comme fonctionner. quand on demande à un manager d'organiser, le service et en fin de compte, on lui donne pas les ressources humaines nécessaires pour répondre à ses objectifs. Et là, pour le coup, on est dans des situations un peu, On atteint les limites, hein. On atteint les limites et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous ne pouvez pas faire avec ce qu'on ne vous donne pas. Donc, votre rôle, votre obligation, vos missions, c'est de tout mettre en œuvre pour. Après, si ce que vous demandez, ce que vous sollicitez, ce que vous faites remonter n'est pas pris en compte, la personne veut appeler tout de suite. Mais on va terminer le webinaire et puis, dès qu'on a terminé la connexion, vous pourrez contacter le service. On voit qu'on est tous la personne est au téléphone? on a tous envie d'immédiateté. Hein. C'est ça. Même les participants au webinaire. Mais c'est évident, dès lors que vous êtes dans la difficulté, que vous êtes dans cette gestion quotidienne usante, on peut imaginer, évidemment, vous avez envie d'avoir des réponses immédiates. Mais rien n'est immédiat et encore moins avec le comportement humain. Et tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure, ça nécessite du temps. Il faut que vous appreniez à dégager du temps. Apprendre à dégager du temps, ça veut dire l'accepter vous, et ça veut dire éduquer finalement votre équipe, éduquer les services RH, éduquer le hiérarchique au fait que le premier rôle, la première mission des managers, c'est de piloter une équipe, c'est de manager, et donc c'est de passer du temps. Et souvent, on me dit le manager, en gros, il passe son temps à parler. Hein, mais si déjà les gens comprenaient ce que c'est que parler, que communiquer, ils comprendraient que c'est un vrai métier et que c'est extrêmement difficile. Très bien. On va arriver au terme de ce webinaire. Donc, on vous remercie pour Merci à vous. tous les outils, toutes les méthodes, l'interrogation aussi sur la posture du manager. C'est voilà, on peut s'impliquer, on peut s'investir, on peut être bienveillant, mais il faut aussi être vigilant à pas se laisser emporter justement dans cet excès de gentillesse. Et du coup, on perd cette bienveillance par rapport à nos agents. Donc, vous allez recevoir le PowerPoint où vous trouverez les coordonnées d'Élodie Letual, si vous avez besoin de prendre contact avec elle par ailleurs. Nous vous remercions pour votre participation, pour ce temps d'écoute que vous nous avez consacré et on espère vous revoir bientôt à nos prochains événements. Voilà, bonne fin de journée à tout le monde. Merci à vous de votre participation et bonne continuation. Au revoir et à bientôt.